Voilà. Je vais vous dire quelque chose que personne n'ose formuler clairement. Oui, techniquement, on peut survivre sans intimité, comme on peut survivre en ne mangeant que du pain sec et de l'eau. Mais appellerait-on cela vivre? C'est exactement la question que je pose aujourd'hui, et si vous restez jusqu'à la fin, je vais partager avec vous un secret clinique que j'ai découvert après 30 ans de consultation, quelque chose qui va complètement bouleverser votre conception de ce qu'est réellement l'intimité. Et attention, c'est pas ce que vous croyez. Mais d'abord, faites-moi une faveur, abonnez-vous maintenant, cliquez sur cette petite cloche et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti ce vide, cette sensation d'être entouré mais complètement seul? Parce que c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, de cette famine affective qui ne se voit pas mais qui nous dévore de l'intérieur. Regardez-moi bien. Je suis psychiatre, thérapeute cognitivo-comportemental et j'ai passé des décennies à écouter des histoires, des milliers d'histoires. Des femmes brillantes, accomplies, fortes, qui viennent s'asseoir dans mon cabinet et qui me confient, souvent en larmes, cette phrase qui revient comme un leitmotiv: Christophe, j'ai tout. Un travail, des amis, une famille. Mais je me sens vide. Cette phrase, mes chères auditrices, c'est le symptôme d'une épidémie silencieuse. L'épidémie de la solitude intime. Parlons franchement. L'intimité, ce n'est pas juste partager un lit avec quelqu'un. Ce n'est même pas nécessairement romantique. L'intimité, c'est cette capacité à être vu, vraiment vu par un autre être humain, sans masque, sans filtre Instagram, sans ces armures que nous portons tous les jours. C'est montrer nos fêlures et ne pas être rejeté, c'est dire j'ai peur et entendre, moi aussi parfois. C'est cette connexion qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans cet univers absurde. Il y a quelques mois, une patiente que j'appellerai Martine est venue me voir, 53 ans, chef d'entreprise, divorcée 2 fois, belle femme, élégante, le genre de personne qui impressionne quand elle entre dans une pièce. Elle s'est assise et m'a dit: Docteur André, je n'ai pas pleuré devant quelqu'un depuis 15 ans. Je ne sais même plus si je sais encore le faire. 15 ans. Réfléchissez à cela. 15 années à verrouiller ses émotions, à jouer le rôle de la femme forte, à ne jamais montrer de vulnérabilité. 15 ans sans intimité émotionnelle véritable. Savez-vous ce qui arrive au cerveau humain quand il est privé d'intimité prolongée? Les neurosciences nous donnent des réponses fascinantes. Le cortex préfrontal, cette partie du cerveau responsable de la régulation émotionnelle et de l'empathie, commence littéralement à s'atrophier. C'est comme un muscle qu'on n'utilise plus. L'amygdale, notre centre de la peur et de l'anxiété, devient hyperactif. Résultat, on devient plus méfiante, plus défensive, plus isolée. C'est un cercle vicieux, terrifiant. L'absence d'intimité nous rend moins capables d'intimité. Mais attention, et c'est là que beaucoup se trompent, je ne parle pas de devenir une éponge émotionnelle qui se confie à tout le monde. L'intimité sans discernement, c'est aussi dangereux que l'absence totale d'intimité. C'est comme ouvrir toutes les fenêtres de votre maison en plein hiver. Vous allez juste attraper froid. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Claire. 47 ans, elle est venue me consulter pour ce qu'elle appelait une dépendance affective. Claire avait cette habitude de tout raconter à tout le monde. Ses problèmes de couple au coiffeur, ses inquiétudes financières à sa voisine, ses doutes existentiels au caissier du supermarché. Elle confondait intimité et déballage émotionnel. Résultat, elle se sentait encore plus seule qu'avant parce que personne ne la prenait vraiment au sérieux. Ses confidences n'avaient aucune valeur parce qu'elle les distribuait comme des prospectus publicitaires. L'intimité véritable, mes chères auditrices, c'est sélectif. C'est précieux. C'est comme un bon vin qu'on ne sert pas dans un gobelet en plastique. On choisit avec qui on partage nos profondeurs et ce choix, ce discernement, c'est aussi un acte d'amour envers soi-même. Vous vous souvenez que je vous ai promis un secret clinique? Accrochez-vous parce que ce que je vais vous dire maintenant va à l'encontre de tout ce que vous avez probablement entendu. Voici le secret.
La véritable intimité commence par l'intimité avec soi-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Vous ne pouvez pas offrir une connexion authentique si vous êtes vous-même une étrangère pour vous-même. Combien d'entre vous, franchement, passent du temps seul avec elles-mêmes sans distraction? Sans téléphone, sans télévision, sans musique de fond, sans cette compulsion de remplir chaque seconde de silence? Très peu, je suppose, parce que le silence nous terrifie. Il nous confronte à nous-mêmes, à nos pensées, à nos peurs, à cette petite voix intérieure que nous avons appris à faire taire depuis l'enfance. J'ai développé ce que j'appelle la pratique des 5 minutes de vérité. Chaque matin, avant de commencer votre journée, asseyez-vous 5 minutes. Juste 5, sans agenda, sans objectif. Et posez-vous cette question simple. Comment je me sens vraiment aujourd'hui? Pas comment devrais-je me sentir ou comment voudrais-je me sentir, mais vraiment. Cette pratique, aussi simple qu'elle paraisse, c'est le début de l'intimité avec soi. C'est reconnaître sa propre humanité. Parlons maintenant de quelque chose qui fait mal, le mythe de l'autosuffisance. Ce mensonge culturel qui nous dit qu'être forte, c'est ne pas avoir besoin des autres, que demander de l'aide, c'est faible, que montrer sa vulnérabilité, c'est risquer d'être blessé. Ce mythe tue l'intimité. Il nous transforme en îles solitaires qui prétendent que l'isolement, c'est de l'indépendance. Écoutez-moi bien, l'interdépendance n'est pas de la dépendance. Avoir besoin de connexion humaine, ce n'est pas être faible, c'est être humain. Les études sur la longévité sont claires. Les personnes qui vivent le plus longtemps et en meilleure santé ne sont pas celles qui mangent le plus de légumes ou qui courent des marathons. Ce sont celles qui ont des relations intimes et significatives. L'intimité, littéralement, prolonge la vie. Savez-vous ce qui se passe dans votre corps quand vous vivez une véritable connexion intime avec quelqu'un? L'ocytocine, qu'on appelle l'hormone de l'attachement, inonde votre système. Votre rythme cardiaque se synchronise avec celui de l'autre personne. Votre niveau de cortisol, l'hormone du stress, diminue. Votre système immunitaire se renforce. L'intimité n'est pas juste un luxe émotionnel, c'est une nécessité biologique. Mais voilà le problème. Nous vivons dans une époque paradoxale. Nous sommes hyper connectés, mais profondément déconnectés. Nous avons 1000 amis sur Facebook, mais personne à qui dire « j'ai peur de vieillir » à 3 heures du matin. Nous partageons nos repas sur Instagram, mais nous mangeons seuls devant un écran. Nous envoyons des émojis cœurs, mais nous ne savons plus comment regarder quelqu'un dans les yeux pendant plus de 3 secondes sans nous sentir mal à l'aise. Permettez-moi de vous parler de Sophie, 62 ans, veuve depuis 5 ans. Elle est venue me voir parce qu'elle disait avoir oublié comment parler aux gens, littéralement. Après la mort de son mari, elle s'était progressivement isolée, plus de dîners avec des amis, plus de sorties culturelles, plus de conversations téléphoniques, juste elle et son appartement. Au bout de 5 ans, l'idée même d'une interaction sociale la paralysait d'anxiété. Ce que j'ai découvert avec Sophie, c'est quelque chose de fascinant. Les muscles de l'intimité s'atrophient quand on ne les utilise pas, exactement comme les muscles physiques. Sophie n'avait pas perdu sa capacité d'intimité, elle l'avait juste laissé dormir trop longtemps. Nous avons travaillé progressivement, d'abord simplement dire bonjour au boulanger et échanger 2 phrases, puis inviter une ancienne amie pour un café, puis rejoindre un club de lecture. 6 mois plus tard, Sophie avait reconstruit un réseau de connexions authentiques, pas un mari de remplacement, pas une dépendance affective, mais un tissu de relations où elle pouvait être elle-même, où elle pouvait partager ses joies et ses tristesses, où elle se sentait vue et entendue. Elle m'a dit quelque chose de magnifique lors de notre dernière séance. « Christophe, j'ai appris que la solitude n'était pas l'absence de gens autour de moi.
C'était l'absence de connexion véritable. Voilà une vérité que je veux graver dans votre esprit. On peut être entouré et mourir de solitude. Et on peut être physiquement seul, mais nourri par des connexions profondes. La quantité ne compte pas. C'est la qualité qui change tout. Maintenant, parlons de quelque chose qui dérange, le prix que nous payons pour notre armure émotionnelle. Beaucoup de femmes de votre génération, mes chères auditrices, ont été élevées avec ce message. Sois forte, ne pleure pas. Ne montre pas tes faiblesses. Vous avez appris à être des guerrières, admirables guerrières. Mais les guerriers ont aussi besoin de poser leur armure de temps en temps. Sinon, l'armure finit par se souder à la peau. Une de mes patientes, Isabelle, 59 ans, m'a raconté comment elle a réalisé qu'elle ne savait plus comment demander un câlin, même à ses propres enfants adultes. Elle pouvait organiser un mariage, gérer une crise professionnelle, affronter un diagnostic médical difficile, mais demander simplement « j'ai besoin d'être serré dans les bras » lui semblait impossible. Trop vulnérable, trop enfantin, trop risqué. Cette peur de la vulnérabilité, elle vient d'où? Souvent de notre histoire, des blessures anciennes, cette fois où on a fait confiance et on a été trahi, cette fois où on a montré nos émotions et on nous a dit qu'on était trop sensible, cette fois où on a demandé du soutien et on nous a fait sentir qu'on était un fardeau. Ces expériences se gravent dans notre mémoire émotionnelle. Elles créent ce que j'appelle des schémas de protection. Ces schémas, c'est comme un système d'alarme dans une maison. Au début, c'est utile, ça nous protège. Mais parfois, le système devient trop sensible. Il se déclenche même quand il n'y a aucun danger. Résultat, on reste enfermé dans notre propre forteresse, protégé mais isolé. La neuroplasticité, cette capacité extraordinaire de notre cerveau à se reconfigurer, nous offre une bonne nouvelle. On peut réapprendre, on peut créer de nouveaux schémas, mais cela demande du courage, le courage de prendre des risques émotionnels calculés, le courage de choisir une personne digne de confiance et de lui dire quelque chose de vrai, quelque chose qui nous rend vulnérables. Écoutez, je ne suis pas naïf, je ne vous dis pas de faire confiance à n'importe qui, certaines personnes ne méritent absolument pas votre intimité. Si quelqu'un ne vous apporte pas de valeur, ajoutez-le au recyclage, comme je dis toujours. Mais le cynisme total, cette conviction que personne ne mérite notre confiance, c'est aussi une prison. Comment savoir qui mérite notre intimité ? J'ai développé ce que j'appelle le test des 3 C, cohérence, confidentialité, compassion. Est-ce que cette personne est cohérente dans son comportement ? Est-ce qu'elle respecte la confidentialité de ce qu'on lui partage? Est-ce qu'elle fait preuve de compassion sans jugement? Si la réponse est oui à ces 3 questions, vous avez probablement trouvé quelqu'un avec qui vous pouvez risquer un peu d'intimité. Permettez-moi maintenant de détruire un autre mythe, celui de l'âme sœur. Cette idée romantique qu'il existe une personne, une seule, qui va combler tous nos besoins d'intimité. C'est un conte de fées, et un conte de fées dangereux, parce qu'il met une pression énorme sur une relation unique et il nous empêche de construire un réseau diversifié de connexions intimes. La vérité ? Nous avons besoin de différents types d'intimité. L'intimité intellectuelle, avec quelqu'un qui stimule notre esprit, l'intimité émotionnelle, avec quelqu'un qui accueille nos sentiments, l'intimité créative, avec quelqu'un qui partage nos passions. L'intimité physique, bien sûr, mais pas seulement sexuelle. Le toucher affectueux, les câlins, la proximité physique sans agenda. Attendre qu'une seule personne remplisse tous ces rôles, c'est comme attendre qu'un seul aliment contienne tous les nutriments dont nous avons besoin. Impossible et frustrant. Nous avons besoin d'un écosystème d'intimité, pas d'un monoculture. J'ai travaillé avec une patiente, Monique, 55 ans, qui après un divorce dévastateur avait décidé qu'elle ne voulait plus jamais de relation amoureuse. Mais elle se sentait terriblement seule. Nous avons travaillé ensemble pour qu'elle construise ce que j'appelle un cercle d'intimité. Pas un partenaire romantique, mais plusieurs relations profondes,
une amie avec qui elle pouvait parler de littérature jusqu'à minuit, une cousine avec qui elle partageait ses inquiétudes familiales, un groupe de randonnée où elle avait trouvé un sentiment d'appartenance, un thérapeute bien sûr pour explorer ces zones les plus sombres. Un an plus tard, Monique m'a dit « Je me sens plus nourrie affectivement maintenant qu'à aucun moment de mon mariage ». Voilà le pouvoir d'un écosystème d'intimité bien construit. Maintenant, question difficile, que faire quand on est dans une relation mais sans intimité? Parce que c'est possible, mes chères auditrices, on peut partager un lit avec quelqu'un pendant 20 ans et être des étrangers émotionnels. C'est même assez courant. J'ai reçu en consultation un couple, Marie et Jean, mariés depuis 23 ans. Ils fonctionnaient comme une entreprise bien huilée. Gestion du budget, organisation des vacances, éducation des enfants, tout parfait. Mais quand je leur ai demandé « Quand avez-vous eu votre dernière vraie conversation ?» Pas sur la logistique, mais sur vos peurs, vos rêves, ce qui vous tient éveillé la nuit. Ils se sont regardés, perdus. Ils ne savaient même plus. Cette intimité logistique, c'est un substitut trompeur. Ça donne l'illusion de la connexion. On fait des choses ensemble, donc on doit être proche, non? Faux. L'activité n'est pas l'intimité. L'intimité, c'est la qualité de la présence. C'est être là, vraiment là, disponible émotionnellement avec cette personne. Voici un exercice que je donne souvent aux couples, mais qui marche aussi entre amis, entre mère et fille, entre sœurs. L'exercice des 10 minutes sans solution. Vous vous asseyez face à face. Vous choisissez qui commence. Cette personne parle pendant 10 minutes de quelque chose qui la touche émotionnellement. L'autre écoute, vraiment écoute, sans interrompre, sans donner de conseils, sans essayer de résoudre le problème, juste écouter et accueillir. Vous seriez surprise de voir à quel point cet exercice est difficile au début, parce que nous avons tous cette compulsion de réparer, de conseiller, de minimiser. Ce n'est pas si grave, tu devrais faire ci ou ça, moi aussi ça m'est arrivé, et voici comment. Mais l'intimité ne demande pas de solution, elle demande de la présence. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup évitent, l'intimité physique non sexuelle, le toucher. Dans notre culture, on a tellement érotisé le toucher qu'on a presque oublié qu'il peut être simplement affectueux, réconfortant, humain. Savez-vous que des études montrent qu'on a besoin d'au moins 8 à 10 moments de toucher affectueux par jour pour notre bien-être psychologique? Câlin, caresse sur le bras, tenir la main, une main sur l'épaule. Après 50 ans, beaucoup de femmes me disent qu'elles ne sont presque plus touchées. Si elles n'ont pas de partenaire, le toucher disparaît complètement de leur vie. C'est une forme de famine sensorielle qui a des conséquences réelles. Le toucher libère de l'ocytocine, réduit le cortisol, améliore l'humeur, renforce le système immunitaire. Nous avons littéralement besoin d'être touchés pour prospérer. Mais comment obtenir ce toucher quand on vit seul? Créer des occasions? Un massage professionnel régulier, des câlins avec vos amis quand vous les voyez, des animaux de compagnie, danser, le yoga en groupe où il y a des ajustements physiques. Ne sous-estimez pas ce besoin. Il est aussi réel que le besoin de manger. Une de mes patientes, Hélène, 64 ans, célibataire depuis toujours par choix, m'a raconté comment elle avait créé un rituel avec ses 3 meilleurs amis. Une fois par mois, elles se retrouvent pour ce qu'elles appellent la soirée câlin. Elles regardent un film, emmitouflés ensemble sous des couvertures, se tenant la main, la tête sur l'épaule de l'autre, sans gêne, sans sexualisation. Juste le besoin humain de proximité physique affectueuse. Au début, elles se sentaient un peu ridicules. On n'a plus 12 ans quand même, disait l'une d'elles. Mais après quelques mois, elles ont toutes remarqué qu'elles dormaient mieux ces soirs-là, qu'elles se sentaient plus apaisées, plus connectées à elles-mêmes et aux autres. Maintenant, une question essentielle, peut-on vraiment être heureuse sans intimité? Honnêtement, non.
pas vraiment, pas durablement. Oh, on peut avoir des moments de joie, de satisfaction, d'accomplissement, mais ce bonheur profond, cette paix intérieure, ce sentiment d'appartenance à l'humanité, ça vient de la connexion. Nous sommes des êtres sociaux, c'est codé dans notre ADN. L'isolement complet, l'absence totale d'intimité, ça nous rend malades, littéralement. Mais voici la nuance importante. L'intimité n'est pas synonyme de relation amoureuse. Vous pouvez avoir une vie intime riche et profonde sans jamais avoir de partenaire romantique. Ce dont vous avez besoin, c'est de connexions authentiques où vous pouvez être vous-même sans masque. Laissez-moi vous parler de Brigitte, 68 ans, jamais mariée, sans enfant. Quand elle est venue me voir la première fois, elle pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Pourquoi je ne me sens pas seule alors que je vis seule m'a-t-elle demandé, presque honteuse, comme si ne pas être malheureuse était anormal. En explorant sa vie, j'ai découvert que Brigitte avait construit un réseau extraordinaire d'intimité. Elle avait des amis avec qui elle partageait des retraites de méditation 2 fois par an. Elle était marraine d'une adolescente à qui elle servait de mentor et de confidente. Elle faisait partie d'un club de jardinage où les conversations allaient bien au-delà des plantes. Elle avait une relation épistolaire profonde avec une ancienne collègue qui vivait à l'étranger. Et oui, elle avait aussi sa thérapie où elle explorait ses zones d'ombre. Brigitte n'était pas seule, elle était juste célibataire. Et il y a une différence monumentale entre les deux. La solitude, c'est le manque de connexion significative. Le célibat, c'est simplement l'absence d'un partenaire romantique. On peut être terriblement seul dans un mariage et merveilleusement connecté en vivant seul. Alors pourquoi cette confusion persistante entre intimité et romance? Parce que notre culture nous vend constamment cette idée que l'amour romantique est la forme suprême de connexion humaine. Que sans cet amour, on est incomplet. C'est un mensonge commercial, franchement. Un mensonge qui sert à vendre des films, des romans, des publicités pour parfums et chocolat. La vérité, l'amour romantique est une forme d'intimité parmi d'autres, pas forcément la plus profonde, pas forcément la plus durable. Combien de passions romantiques se consument en 6 mois? Combien d'amitiés durent 40 ans? L'intimité amicale peut être tout aussi profonde, tout aussi nourricière, tout aussi essentielle que l'intimité romantique. J'aimerais que vous fassiez un exercice avec moi maintenant. Prenez une feuille de papier, dessinez un cercle au centre, c'est vous, puis dessinez des cercles concentriques autour. Dans le cercle le plus proche de vous, écrivez les noms des personnes avec qui vous avez de l'intimité profonde. Des gens qui vous connaissent vraiment, qui ont vu vos larmes, qui savent vos peurs, avec qui vous pouvez être vulnérable. Dans le cercle suivant, mettez les gens avec qui vous avez de l'intimité modérée. Des amis avec qui vous parlez de sujets personnels, mais pas de vos zones les plus sombres. Dans le cercle suivant, les connaissances sympathiques et à l'extérieur, le reste du monde. Regardez votre carte d'intimité. Est-ce qu'il y a des noms dans le cercle intérieur? Si oui, combien? Sinon, pourquoi? Cette carte vous dit beaucoup sur votre vie émotionnelle actuelle et sur ce que vous devez cultiver. Maintenant, l'intimité demande du temps. On ne peut pas créer une connexion profonde en 1 heure. C'est comme un jardin, ça se cultive, ça demande de l'attention régulière. Des petits soins constants plutôt que de grandes interventions sporadiques, un message pour prendre des nouvelles, un appel téléphonique pour écouter vraiment, une invitation pour un café sans agenda. Ces micro-moments d'attention accumulent avec le temps pour créer quelque chose de solide. Mais voilà le piège moderne, nous sommes occupés, tellement occupés, trop occupés pour entretenir l'intimité, travail, responsabilités familiales, obligations diverses. L'intimité passe en dernier sur notre liste de priorités.
Et puis, un jour, on se réveille et on réalise qu'on a tous les contacts dans son téléphone, mais personne n'a appelé à 3 heures du matin quand l'angoisse nous saisit. J'ai une règle simple que je partage avec mes patientes. L'intimité n'est pas un luxe, c'est une nécessité, comme manger, comme dormir. Si vous ne mettez pas de l'intimité dans votre agenda, elle n'arrivera pas magiquement. Vous devez protéger ce temps comme vous protégeriez un rendez-vous médical important. Parlons maintenant de quelque chose de douloureux mais nécessaire, les deuils d'intimité. Que se passe-t-il quand quelqu'un avec qui on avait de l'intimité disparaît de notre vie? Décès, déménagement, rupture, trahison. Ces pertes sont dévastatrices parce qu'elles ne concernent pas seulement la personne, elles concernent cette partie de nous-mêmes que nous pouvions montrer uniquement à cette personne. J'ai travaillé avec Pauline, 57 ans, qui avait perdu sa meilleure amie d'enfance dans un accident. Elle se connaissait depuis 40 ans. Cette amie était la seule personne au monde qui connaissait toute l'histoire de Pauline, ses secrets, ses hontes, ses joies, ses transformations. Après sa mort, Pauline m'a dit quelque chose qui m'a profondément touché. J'ai perdu la seule personne qui se souvenait de qui j'étais avant de devenir qui je suis. Ces deuils d'intimité nécessitent un vrai travail de deuil. On ne peut pas juste passer à autre chose. Il faut honorer ce qui a été perdu, pleurer cette perte et progressivement reconstruire. Pas remplacer la personne, on ne remplace jamais quelqu'un, mais créer de nouvelles connexions qui permettent de nouvelles formes d'intimité. La reconstruction de l'intimité, après une perte ou une trahison, demande du courage, parce qu'on a peur, peur de revivre la douleur, peur d'être abandonné à nouveau, peur de faire confiance et d'être déçu. Cette peur est légitime, mais elle ne peut pas devenir une prison à vie. Voici quelque chose que j'ai appris après 30 ans de pratique clinique. Le risque zéro n'existe pas en matière d'intimité. Chaque fois qu'on s'ouvre à quelqu'un, on prend un risque. La personne pourrait nous décevoir, nous trahir, nous quitter, mourir. C'est la nature même de l'attachement humain. Mais la question n'est pas comment éviter le risque. La question est est-ce que le risque vaut la récompense? Et la réponse, pour moi, est claire. Oui, 1000 fois oui. Parce que vivre sans intimité, c'est vivre à moitié. C'est exister sans vraiment vivre. C'est respirer sans jamais prendre une grande inspiration. C'est survivre mais pas s'épanouir. Permettez-moi maintenant de partager quelque chose de personnel. Il y a quelques années, j'ai traversé une période difficile, des doutes professionnels, des questionnements existentiels, cette fameuse crise du milieu de vie dont tout le monde parle. J'ai eu la chance d'avoir quelques personnes avec qui j'ai pu partager cela, pas mes patients évidemment, mais des amis, des collègues, ma propre thérapeute. Cette vulnérabilité partagée, cette capacité à dire je ne vais pas bien à quelqu'un qui peut l'entendre sans jugement, ça m'a sauvé, littéralement. Parce que dans ces moments de fragilité, si on reste seul, on peut tomber dans des spirales mentales terrifiantes. Mais quand on a l'intimité, quand on a ces personnes qui peuvent nous refléter notre humanité commune, qui peuvent nous dire moi aussi j'ai douté ou tes sentiments sont légitimes, ça change tout. Alors oui, je suis psychiatre, j'aide les autres, mais j'ai aussi besoin d'aide, j'ai aussi besoin d'intimité, parce que je suis humain. Et reconnaître cela, ce n'est pas faible, c'est sage. Maintenant parlons d'un aspect souvent négligé, l'intimité avec la nature, avec l'art, avec quelque chose de plus grand que nous. Je sais, ça peut sembler ésotérique, mais restez avec moi. Il y a une forme d'intimité qui ne passe pas nécessairement par une autre personne. C'est cette connexion profonde avec le monde qui nous entoure. J'ai une patiente, Odette, 60 ans, qui vit dans un village isolé. Elle a peu de voisins, sa famille est loin, mais elle m'a raconté
comment elle avait développé cette relation intime avec son jardin. Chaque plante, elle la connaît, elle leur parle, elle observe leur cycle, elle ressent une connexion profonde avec cette vie végétale qui l'entoure. Au début, je me suis dit que c'était peu, être un mécanisme de compensation. Mais en écoutant plus attentivement, j'ai réalisé que Odette avait découvert quelque chose de précieux, l'intimité comme connexion aux vivants en général, pas juste aux humains. Cette connexion la nourrissait vraiment, elle se sentait partie d'un tout plus grand, moins seule dans l'univers. Cette intimité cosmique, si vous voulez, elle peut venir de la méditation, de la contemplation de la nature, de l'immersion dans l'art, de la musique qui nous touche au plus profond. Ce n'est pas un substitut aux relations humaines, mais c'est un complément important qui nous rappelle que nous appartenons à quelque chose de plus vaste que notre petite existence individuelle. Revenons maintenant à une question très concrète. Comment initier l'intimité quand on a perdu l'habitude? Parce que c'est bien beau de dire cultiver l'intimité, mais comment fait-on concrètement quand on est rouillé? Première étape, commencez petit. Vous ne passez pas de 0 à 100 en une semaine. Choisissez une personne dans votre vie avec qui vous aimeriez approfondir la connexion. Pas nécessairement créer une intimité profonde, juste approfondir un peu. Invitez-la pour un café. Et au lieu de parler de la météo ou des derniers potins, posez une vraie question. Comment tu te sens vraiment ces temps-ci? Qu'est-ce qui t'occupe l'esprit en ce moment? Est-ce que tu as peur de quelque chose actuellement? Ces questions peuvent sembler simples, mais elles ouvrent une porte. Elles signalent à l'autre personne que vous êtes disponible pour une vraie conversation. Et si cette personne répond sincèrement, écoutez, vraiment écoutez, sans préparer votre réponse pendant qu'elle parle, sans ramener la conversation à vous-même immédiatement. Deuxième étape, la réciprocité. L'intimité est un échange. Si vous voulez que l'autre s'ouvre, vous devez aussi vous ouvrir. Pas nécessairement en même temps, mais progressivement, montrez aussi votre vulnérabilité. Partagez quelque chose de vrai sur vous. Pas votre CV, pas vos accomplissements, mais vos doutes, vos peurs, vos espoirs. Troisième étape, la régularité. L'intimité se construit sur la durée. Vous ne pouvez pas avoir une conversation profonde et puis disparaître pendant 6 mois. Créez une régularité. Un café mensuel, un appel téléphonique hebdomadaire, un message de temps en temps juste pour prendre des nouvelles. Quatrième étape, le courage. Parce qu'il y aura des moments gênants, des silences inconfortables, des fois où vous aurez l'impression d'avoir dit trop, des fois où vous regretterez votre vulnérabilité. C'est normal, ça fait partie du processus. L'intimité n'est pas toujours confortable, mais elle est nécessaire. Je veux maintenant aborder un sujet délicat, l'intimité et l'âge. Il y a cette idée fausse que, passé un certain âge, on n'a plus besoin d'intimité, ou pire, qu'on ne la mérite plus. C'est absurde. Le besoin de connexion humaine ne diminue pas avec l'âge, il augmente, en fait. Avec l'âge viennent les pertes. Pertes de partenaires, d'amis, de parents, parfois même d'enfants. Ces pertes créent des vides dans notre réseau d'intimité. Et si on ne fait pas attention, on peut se retrouver progressivement isolé, avec un réseau qui rétrécit d'année en année jusqu'à ne plus avoir personne. Mais voici la bonne nouvelle. On peut créer de nouvelles intimités à tout âge. Le cerveau reste plastique, le cœur reste capable d'attachement. On peut, à 65 ans, créer une amitié aussi profonde qu'à 20 ans. Peut être même plus profonde, parce qu'on a appris certaines choses sur soi-même, sur ce qui compte vraiment, sur comment être présent pour quelqu'un. J'ai vu des femmes de 70 ans qui découvraient pour la première fois de leur vie l'intimité authentique, parce qu'elles avaient passé toute leur existence à jouer des rôles, épouses, mères, professionnelles, sans jamais vraiment se demander qui elles étaient en dessous.
Et c'est seulement après la retraite, après que les enfants ont quitté la maison, après que le partenaire est décédé ou parti, qu'elles ont eu le temps et l'espace pour se découvrir et ensuite partager cette découverte avec d'autres. C'est magnifique, franchement. Cette idée qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à être intime, pour créer des connexions authentiques, pour se permettre d'être vulnérable. Parlons maintenant des barrières modernes à l'intimité. La technologie, bien sûr, est une grande coupable. Nous passons des heures sur nos écrans, à scroller sans fin, à consommer du contenu, à interagir superficiellement avec des centaines de personnes, mais sans jamais vraiment nous connecter. Les réseaux sociaux créent cette illusion d'intimité, on voit les photos de vacances de nos amis, on lit leurs pensées quotidiennes, on like leurs publications, et on se dit qu'on est connecté. Mais c'est une connexion fantôme. Ce n'est pas de l'intimité, c'est du voyeurisme mutuel. L'intimité véritable demande de la profondeur, pas de la largeur. Mieux vaut avoir 5 amis avec qui on peut vraiment parler que 500 contacts Facebook avec qui on échange des émojis. J'encourage mes patientes à faire ce que j'appelle le jeûne numérique relationnel. Une journée par semaine où vous n'interagissez avec vos proches que face à face ou par téléphone. Pas de texto, pas de message sur WhatsApp, pas de like sur Instagram, juste la vraie voix humaine ou la présence physique. Au début, c'est inconfortable, on se rend compte à quel point on s'était habitué à la facilité des interactions numériques, un petit message rapide au lieu d'un vrai appel, un emoji au lieu d'une vraie expression d'affection. Mais après quelques semaines, quelque chose change. Les connexions deviennent plus riches, plus satisfaisantes. Moins nombreuses peut être, mais plus nourricières. Une autre barrière moderne, la culture de la positivité toxique. Cette injonction à toujours aller bien, à être forte, à ne partager que les bons moments. Sur Instagram, tout le monde sourit. Tout le monde réussit. Tout le monde est heureux. Mais où sont les larmes? Où sont les doutes? Où sont les échecs? Cette culture nous empêche d'être authentiques. Parce que si on montre notre tristesse, notre peur, notre confusion, on a l'impression de faire quelque chose de mal, de ne pas être à la hauteur. Alors on met aussi notre masque de bonheur et on contribue à cette illusion collective que tout va bien pour tout le monde sauf nous. L'intimité demande qu'on brise ce masque, qu'on ose dire je ne vais pas bien ou j'ai peur ou je me sens perdu. Et qu'on crée des espaces où les autres peuvent aussi enlever leur masque sans être jugés. J'aimerais maintenant vous parler d'un concept que j'ai développé dans ma pratique, les cercles de vérité. C'est un groupe de 3 à 5 personnes qui se retrouvent régulièrement, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, pour partager leur vérité. Pas pour résoudre des problèmes, pas pour donner des conseils, juste pour être entendu. Chaque personne a 20 minutes pour parler de ce qui est vivant en elle en ce moment. Les autres écoutent sans interrompre, puis c'est au tour de la personne suivante, il n'y a pas de discussion après, pas de débat, juste l'écoute et la présence. Ces cercles créent une intimité extraordinaire, parce qu'ils offrent quelque chose de rare, un espace où on peut être complètement soi-même sans risque de jugement, sans attente de performance, sans besoin de rassurer l'autre sur le fait qu'on va bien. Plusieurs de mes patientes ont créé ces cercles et elles me disent que c'est devenu l'espace le plus précieux de leur vie, un sanctuaire d'authenticité dans un monde de façade. Maintenant, abordons quelque chose que beaucoup trouvent difficile, l'intimité après une trahison. Parce que rien ne détruit la capacité d'intimité comme la trahison. Qu'elle vienne d'un partenaire qui a eu une aventure, d'une amie qui a révélé un secret, d'un membre de la famille qui a profité de notre vulnérabilité. Après une trahison, notre système d'alarme émotionnel devient hypersensible. On voit du danger partout. On analyse chaque mot, chaque geste, cherchant des signes de duplicité. On se replie sur soi-même, jurant qu'on ne se fera plus jamais avoir. Cette réaction est normale, c'est notre psyché qui essaye de nous protéger. Mais si on reste dans cet état de méfiance permanente, on se punit 2 fois.
une fois par la trahison subie, une deuxième fois par l'isolement qu'on s'impose. Le chemin vers la récupération de la capacité d'intimité après une trahison est long. Il passe d'abord par le deuil, pleurer ce qui a été perdu, la confiance, l'innocence, la relation elle-même parfois. Puis vient la colère, légitime colère contre celui ou celle qui a trahi. Cette colère doit être exprimée, pas réprimée. Ensuite, progressivement, vient la reconstruction. Mais attention, reconstruire ne signifie pas oublier. Les cicatrices restent. Ce qu'on peut faire, c'est apprendre à faire confiance à nouveau, mais différemment, avec plus de discernement, avec des limites plus claires, avec une meilleure compréhension de qui mérite notre intimité et qui ne la mérite pas. J'ai travaillé avec une femme, Sylvie, qui avait été trahie par sa meilleure amie de 20 ans. Cette amie avait eu une aventure avec son mari, double trahison, dévastatrice. Pendant 2 ans, Sylvie n'a fait confiance à personne. Elle fonctionnait, allait au travail, s'occupait de ses enfants, mais elle était émotionnellement blindée. Petit à petit, nous avons travaillé sur la reconstruction de sa capacité de confiance, pas en retrouvant l'innocence perdue, on ne peut pas revenir en arrière, mais en développant ce que j'appelle une confiance sage. Une confiance qui observe, qui évalue, qui teste progressivement avant de s'engager pleinement. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Sylvie a reconstruit un réseau d'intimité. Pas avec son ex-meilleur ami, évidemment, pas avec son ex-mari, mais avec de nouvelles personnes qui ont gagné sa confiance progressivement par leurs actes cohérents et leur intégrité démontrée dans le temps. Voilà une chose importante à comprendre. On peut guérir de la trahison, on peut réapprendre l'intimité, mais cela demande du temps, du soutien et, souvent, l'aide d'un professionnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul dans son coin en étant forte. Maintenant, j'aimerais parler d'un type d'intimité souvent négligé, l'intimité créative. Partager un processus créatif avec quelqu'un, écrire ensemble, peindre, danser, cuisiner, jardiner, crée une forme d'intimité unique. Parce qu'on ne partage pas juste des mots ou des émotions, on crée quelque chose ensemble. On met nos mains dans la même terre métaphorique. J'ai une patiente, Geneviève, 58 ans, qui a rejoint un atelier d'écriture après son divorce. Elle pensait y aller pour apprendre à écrire. Ce qu'elle a trouvé, c'est une intimité profonde avec les autres participants, parce que l'écriture les obligeait à plonger dans leur profondeur et à partager ce qu'ils y trouvaient. Après 6 mois, Geneviève m'a dit « Ces gens connaissent des parties de moi que même mon ex-mari n'a jamais connues. » Parce que le processus créatif ouvre des portes que la conversation ordinaire n'ouvre pas. Si vous cherchez à créer de l'intimité dans votre vie, considérez cette voie créative. Rejoignez un cours de peinture, un groupe de théâtre amateur, un atelier de poterie, un club de lecture où vous discutez vraiment des livres. Ces activités créent naturellement des contextes d'intimité parce qu'elles demandent de la vulnérabilité créative. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup ressentent, mais dont peu parlent, la honte autour de la solitude. Cette sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous si nous sommes seuls, que nous avons échoué d'une certaine manière, que nous ne sommes pas assez intéressantes, assez aimables, assez sociables. Cette honte est toxique. Elle nous empêche de chercher de l'aide, de tendre la main, de dire « je me sens seul et j'aimerais créer plus de connexion dans ma vie ». Parce qu'avouer la solitude nous semble humiliant. Laissez-moi être très clair, la solitude n'est pas un signe d'échec personnel. C'est un signal, comme la faim. Si vous avez faim, ça ne veut pas dire que vous êtes défaillante. Ça veut dire que vous avez besoin de nourriture. Si vous vous sentez seul, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ça veut dire que vous avez besoin de connexion. Normalisez votre besoin d'intimité. Arrêtez de vous punir parce que vous en avez besoin. Célébrez-le. C'est ce qui fait de vous un être humain pleinement vivant.
J'aimerais maintenant partager une technique que j'utilise souvent avec mes patientes pour évaluer et améliorer leur qualité d'intimité. Je l'appelle l'audit d'intimité. Prenez une semaine, chaque soir, notez toutes vos interactions de la journée, puis classez-les en 3 catégories: transactionnel, acheter du pain, email de travail, superficiel, météo, potin et profonde, vraie conversation, moment de vulnérabilité partagée. À la fin de la semaine, regardez vos notes. Combien d'interactions profondes avez-vous eues? Où? Avec qui? Si la réponse est 0 ou 1, vous avez un problème de famine d'intimité. Si c'est 2 ou 3, c'est mieux, mais encore insuffisant. L'idéal, au moins une interaction profonde par jour. Cet audit vous donne une image claire de votre vie émotionnelle actuelle et il vous permet de faire des ajustements conscients. Peut être que vous devez appeler cet ami avec qui vous pouvez vraiment parler. Peut être que vous devez rejoindre ce groupe qui vous intéresse. Peut être que vous devez simplement ralentir et créer de l'espace pour que l'intimité puisse émerger. Maintenant, un sujet difficile. Que faire quand on réalise qu'on est dans des relations sans intimité depuis des années, des amitiés de surface, des relations familiales polies mais distantes? Peut être même un mariage fonctionnel mais émotionnellement vide. La prise de conscience est douloureuse. On réalise qu'on a passé des années, peut être des décennies, à côté de quelque chose d'essentiel. On peut ressentir de la colère, de la tristesse, du regret. Pourquoi je n'ai pas vu ça avant? Pourquoi j'ai accepté si peu? Ces questions sont normales. Mais ne vous enlisez pas dans le regret. Le passé est passé. La vraie question est, qu'allez-vous faire maintenant? Vous avez 2 options. Soit vous essayez d'approfondir les relations existantes, soit vous créez de nouvelles relations avec plus d'intimité dès le départ. Approfondir les relations existantes demande du courage. Il faut dire à cet ami que vous la voyez depuis 10 ans, j'aimerais qu'on ait des conversations plus profondes, qu'on partage plus que juste des nouvelles de nos enfants et nos vacances. C'est risqué, elle pourrait ne pas être intéressée, mais elle pourrait aussi être soulagée que vous ayez pris l'initiative. Créer de nouvelles relations avec plus d'intimité demande de sortir de sa zone de confort, de dire oui à des invitations, d'inviter vous-même des gens, de vous mettre dans des situations où vous pouvez rencontrer des personnes qui partagent vos valeurs et vos intérêts. Les 2 approches peuvent coexister. Vous pouvez à la fois approfondir certaines relations existantes et en créer de nouvelles. L'important est de ne pas rester passive en vous disant c'est comme ça. C'est pas comme ça. C'est comme vous le créez. Permettez-moi de vous parler maintenant d'un phénomène que j'observe de plus en plus, l'intimité numérique, des gens qui développent des amitiés profondes en ligne, par message, par vidéo, sans jamais se rencontrer physiquement. Est-ce que c'est de la vraie intimité? Ma réponse, ça dépend. Si la connexion en ligne permet une vraie vulnérabilité, un vrai partage, une vraie présence émotionnelle, alors oui, c'est de l'intimité. Le médium n'invalide pas l'authenticité de la connexion. J'ai des patientes qui ont trouvé leurs âmes sœurs amicales dans des forums en ligne, dans des groupes Facebook de soutien, dans des applications de méditation, mais il y a une limite. L'intimité complètement désincarnée, sans jamais de présence physique, manque quelque chose. L'humain a besoin de proximité physique, de partager le même espace, de voir les micro-expressions faciales, de sentir l'énergie de l'autre. L'intimité numérique peut être un complément merveilleux. Elle ne devrait pas être la totalité. L'idéal, un équilibre. Des connexions en ligne qui peuvent offrir un type d'intimité et des connexions physiques qui en offrent un autre. Les 2 ensemble créent un écosystème relationnel riche. Nous approchons maintenant du cœur de notre conversation et je veux répondre à la question initiale avec toute l'honnêteté que je peux.
peut-on survivre sans intimité? Oui. Le corps continue de fonctionner. On peut vivre 80 ans sans jamais avoir de vraie intimité. Mais à quel prix? Le prix, c'est une vie diminuée. Une vie où on fonctionne mais on ne s'épanouit pas. Où on existe mais on ne vit pas pleinement. Où on survit mais on ne prospère pas. C'est comme vivre en noir et blanc quand la couleur existe. Les études sur le bonheur sont unanimes. Les facteurs prédictifs les plus forts du bonheur à long terme ne sont pas l'argent, pas la réussite professionnelle, pas la beauté ou la santé. C'est la qualité de nos relations intimes. Les gens qui meurent heureux sont ceux qui ont aimé et été aimés, qui ont été vus et qui ont vu les autres, qui ont créé des liens profonds avec d'autres êtres humains. Donc, techniquement, oui, on peut survivre sans intimité. Mais pourquoi se contenter de survivre quand on peut vivre? Maintenant, le défi pratique que je vous lance pour cette semaine, je veux que vous fassiez une chose, une seule chose. Identifiez une personne dans votre vie avec qui vous aimeriez approfondir la connexion, pas créer une intimité profonde en une semaine, c'est irréaliste. Juste approfondir un peu, contactez cette personne. Invitez-la pour un café, une marche, une conversation téléphonique et posez-lui cette question simple: comment tu te sens vraiment ces temps-ci? Puis écoutez, vraiment écoutez, sans jugement, sans conseil non sollicité, juste accueillez ce qu'elle partage. Si elle répond superficiellement, c'est normal, les gens ne sont pas habitués aux vraies questions. Vous pouvez approfondir gentiment: non mais vraiment, dans ton cœur, comment ça va? Donnez-lui la permission d'être authentique par votre présence bienveillante et votre écoute sincère. Et si elle s'ouvre, si elle partage quelque chose de vrai, remerciez-la pour sa confiance. Vous venez de créer un petit moment d'intimité, un tout petit pas. Mais les voyages de 1000 kilomètres commencent par un pas. Puis, si ça se passe bien, partagez aussi quelque chose de vrai sur vous, pas tout, pas vos secrets les plus profonds dès la première vraie conversation, mais quelque chose d'authentique. Moi aussi, je traverse quelque chose en ce moment, et voyez ce qui se passe. Cette expérience vous dira beaucoup sur cette personne, sur votre capacité d'intimité, sur votre courage. Peut être que ça ne mènera nulle part. Peut être que cette personne n'est pas disponible pour ce type de connexion. C'est pas grave, vous aurez au moins essayé, et vous pouvez essayer avec quelqu'un d'autre, mais peut être, juste peut être, cette conversation sera le début de quelque chose de précieux, une amitié qui s'approfondit, une connexion qui se renforce, un fil d'intimité qui commence à tisser un lien. Voilà ce que je vous encourage à faire, pas attendre passivement que l'intimité arrive, mais la créer activement, avec intention, avec courage, avec la conscience que c'est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre bien, être. Avant de terminer, je veux aborder une dernière chose, l'intimité avec soi-même comme fondation de toute autre intimité. J'ai parlé de cela au début, mais j'y reviens parce que c'est crucial. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas partager une authenticité qu'on n'a pas cultivée en soi-même. L'intimité avec soi, ça commence par l'auto-observation sans jugement. Remarquer vos pensées sans les condamner. Ressentir vos émotions sans les rejeter. Reconnaître vos besoins sans les minimiser. C'est se traiter soi-même comme on traiterait une très chère amie, avec compassion, avec patience, avec bienveillance. Combien d'entre vous se parlent intérieurement d'une manière dont elles ne parleraient jamais à quelqu'un qu'elles aiment? Je suis stupide, je suis trop vieille, je suis inintéressante, personne ne voudrait vraiment me connaître. Ce dialogue intérieur toxique tue l'intimité avec soi. Et sans intimité avec soi, l'intimité avec les autres devient terriblement difficile. Commencez par changer ce dialogue. Quand vous vous surprenez à vous critiquer durement, arrêtez-vous, respirez, demandez-vous: est-ce que je dirais cela à ma meilleure amie?
Si la réponse est non, alors reformulez avec bienveillance. Remplacez « je suis stupide » par « j'ai fait une erreur et je peux apprendre de cela ». Remplacez « je suis trop vieille » par « j'ai de l'expérience et de la sagesse ». Remplacez « je suis inintéressante » par « j'ai mes propres perspectives et histoires uniques ». Cette pratique de bienveillance envers soi-même crée une base solide pour l'intimité avec les autres, parce que quand on s'accepte soi-même, on a moins peur d'être rejeté par les autres. Quand on reconnaît sa propre valeur, on ne cherche pas désespérément la validation externe. Quand on est intime avec soi-même, on peut offrir cette intimité aux autres depuis un lieu d'abondance, pas de manque. Mes chères auditrices, nous arrivons à la fin de notre conversation aujourd'hui et je veux résumer l'essentiel avec vous. L'intimité n'est pas un luxe. C'est pas quelque chose de réservé aux jeunes ou aux romantiques. C'est une nécessité humaine fondamentale. Nous en avons besoin pour prospérer, pour être en bonne santé mentale et physique, pour vivre une vie qui ait du sens. On peut techniquement survivre sans intimité. Mais survivre n'est pas vivre. Vous méritez plus que la survie. Vous méritez une vie riche en connexions authentiques, en moments de vulnérabilité partagée, en sentiments d'appartenance et de compréhension mutuelle. L'intimité se construit, elle se cultive, elle demande du courage, de l'intention, de la régularité, mais elle est accessible à chacune d'entre vous, quel que soit votre âge, votre situation, votre histoire. Il n'est jamais trop tard pour créer de l'intimité dans votre vie. Commencez petit, un pas à la fois, une conversation à la fois, un moment de vulnérabilité à la fois, et progressivement, vous construirez un réseau de connexions qui vous nourriront, vous soutiendront, vous rappelleront que vous n'êtes pas seul dans cette aventure humaine. Alors voilà mon dernier appel à l'action pour vous. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette conversation, abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette vidéo avec vos amis qui pourraient aussi en avoir besoin. Laissez un commentaire pour me dire où vous en êtes dans votre voyage vers plus d'intimité. Racontez-moi vos défis, vos peurs, vos espoirs. Créons une communauté où nous pouvons parler de ces sujets avec honnêteté et sans honte. Et rappelez-vous, l'amour rationnel, l'amour sain commence par la connexion authentique. Pas l'idéalisation, pas la dépendance, pas le sacrifice de soi, mais la capacité de se montrer tel qu'on est et d'être accueilli, la capacité d'accueillir l'autre tel qu'il est sans essayer de le changer, c'est cela, l'intimité au service de l'amour sain. Ne soyez